Alors à l'origine de l'exposition se retrouve le groupe de la mémoire. Le groupe de la mémoire a été fondé en 2008. À l'époque, nous souffrions d'un gros complexe. On a rendu visite à d'autres groupements de mémoire, le Grand Saconnet et Confignon notamment, qui avaient beaucoup de matériel, beaucoup de documents, et nous n'avions pratiquement rien. Et une des premières choses que l'on nous a données est une photo de Spahi traversant Verrier. Et puis cette photo a été agrandie, reproduite, exposée à la Vogue. On a la chance d'avoir tous les mois de septembre une Vogue à Verrier. Et on propose une exposition de photos et les gens viennent commenter ces photos. Et dans les commentaires, évidemment, on nous a raconté beaucoup d'histoires sur ces Spahi, notamment l'histoire de la mairie qui avait organisé une réception et qui a offert des sandwichs au jambon pour des Spahi qui étaient musulmans. L'affaire est restée un peu célèbre à Verrier, une anecdote assez amusante. Et puis on a ensuite travaillé avec la mémoire de Verrier, a essayé de travailler avec d'autres mémoires. Et pour le passage des Spahi dans d'autres cantons, on a réussi à contacter les mémoires de Satigny, de Confignon, et on a réalisé un ouvrage ensemble. Et ce premier ouvrage a déclenché l'exposition qui suit, c'est-à-dire qu'à partir de cet ouvrage, on a commencé à recueillir beaucoup d'autres documents, on a suscité l'intérêt d'autres groupes de mémoire, et Bénédicte Kortmüller nous a donné un gros coup de pouce en découvrant des documents inédits aux archives fédérales. Alors voilà l'origine de l'exposition. Alors le travail préparatoire de l'exposition, en fait, il commence depuis cette première photo parce qu'on n'a jamais enterré le dossier ni ressorti le dossier spécifiquement pour préparer l'exposition, mais on a toujours complété le dossier. Et en gros, il y a une année et demie, on s'est focalisé sur l'exposition et on a commencé à travailler d'arrache-pied. On a la chance à la mémoire de Verrier d'avoir des membres actifs, voire très actifs, et donc c'est beaucoup plus facile quand on est nombreux à travailler. Et voilà, je suis tout à fait content du travail des gens de la mémoire et on continue sur cette bonne lancée. Alors on a publié un livre sur les Spahi qui a éveillé l'intérêt d'un membre des Spahi, un ancien Spahi qui est président du club du Bournous. Et ce monsieur a pris contact avec nous et a voulu remettre une médaille aux communes qui avaient si bien accueilli ces Spahi. Les 3 communes concernées étaient Satigny, Confignon et Verrier. Et en 2017, ce monsieur est venu à Verrier en grand uniforme d'apparat, un uniforme de Spahi, pour remettre une médaille officielle aux communes. La commune l'a remis à la mémoire pour que cette médaille reste dans la mémoire de la commune. Voilà. Je suis tombé sur 2 enveloppes qui contenaient environ 150 photos. C'est le premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, c'est que un jour, en allant aux archives fédérales, on m'a demandé si j'étais intéressé par un film sur les Spahi. Donc bien évidemment, j'ai répondu oui. Ce qui veut dire à ce moment-là, nous disposions d'environ 150 photos, d'un film complet tant sur l'internement des Spahi que sur le passage entre Satigny et Verrier. Et de fil en aiguille, cela a déclenché l'idée de cette exposition. De cette exposition a été également associé le musée militaire genevois et également le musée de la police. Ce qui est intéressant avec ce film et avec ces photos, alors bien évidemment c'est un événement historique de nature un peu militaire, mais tant ces photos que le film montrent comment étaient habillés les gens à l'époque, comment étaient les villages traversés à l'époque. Et donc c'est un élément important, tant du point de vue humain, c'est l'accueil des Spahi par la population, tant de l'architecture que toute une série d'éléments importants, puisque toute cette période est finalement très peu documentée. Donc cela représente une richesse qui a été exploitée dans le cadre de cette exposition.
Quand j'ai regardé le film et aussi les photos, il y a notamment une image où on voit je pensais que c'était une nurse avec une grande poussette, avec un certain nombre d'enfants et qui regarde les spahis. Mais c'est aussi l'accueil fait par la population genevoise aux spahis en leur donnant à manger, à boire. Et on peut relever que cet accueil a été identique dans le Jura, mais finalement dans des périodes un peu différentes, puisqu'en juin 40, les spahis, comme les Polonais, venaient d'être vaincus, et là c'est quelques mois après. Par contre, pour la population genevoise, c'est comme une période qui était très difficile, puisque l'armée, qui théoriquement la plus puissante, avait été vaincue. Les troupes de l'Axe entouraient quasi l'ensemble de la Suisse. Il y avait juste encore cette zone libre, donc la Haute-Savoie, qui n'était pas occupée par les troupes de l'Axe. Donc il faut essayer de se remettre dans le climat de l'époque, et il devait y avoir de fortes craintes de la part de la population, de l'inquiétude. Mais d'un autre côté, il y a cet écueil magnifique qui a été fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, on a parlé de hasard ou parfois de l'organisation. Il y a eu un certain nombre de contributions. J'ai parlé du musée de la police, du musée militaire, également 2 musées jurassiens, également un certain nombre d'informations datant de l'année 39 et 40, c'était la situation de Verrier pendant cette période, et également un peu donc après, année 43-44, c'est aussi Verrier entouré de barbelés, la surveillance aux frontières. Donc l'exposition a permis aussi de montrer certains autres éléments qui sont actuellement disponibles. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que nous avons eu très peu de jeunes visiteurs, pas de classes d'école qui sont venus visiter cette exposition. Et pourtant, l'idée à la base, c'était de montrer des objets qui pouvaient intéresser les jeunes et les faire réfléchir, notamment des coupons de ravitaillement. C'était aussi de montrer des choses concernant l'ancêtre de la protection civile. Et cet objectif, en l'occurrence, n'a pas été complètement atteint. Les trains des chemins de fer fédéraux et tous les autres moyens de transport sont mis au service de l'armée internée. Eh bien, c'est M. Kortmüller qui est membre du comité de notre association, qui a pris contact avec nous et qui nous a demandé d'étoffer un petit peu, de matérialiser, je dirais, cette exposition de photos qui est absolument fantastique. Et c'est pour ça qu'on a, comme vous le voyez derrière moi, on a essayé de reprendre sur les photos, les Suisses, les soldats suisses ou les gendarmes, etc., et de reconstituer autant que faire se peut les mannequins pour qu'on puisse faire le rapport avec les photos qui les représentent. On a également ajouté, ce qui était un peu plus difficile parce qu'il n'y a plus grand-chose de ce côté-là, mais des coiffures, notamment des coiffures de spahis. On a également, puisqu'on parlait de la zone occupée et de la zone dite libre, des éléments des coiffures, notamment du régime de Vichy, de la police, et puis aussi quelques éléments allemands. Mais dans la vitrine centrale, on a voulu montrer des éléments qui montraient la vie quotidienne à Genève en 1941, entre 1939 et 1945, alors on a à peu près on a mis des choses qui pouvaient parler un peu aux gens. On a notamment des diplômes des compagnies de surveillance, des diplômes de la DAP, Défense aérienne passive, l'ancêtre de la PC.
On a aussi d'autres éléments, notamment des journaux de l'époque, quelques armes et des tickets de rationnement, puisque le rationnement qui a été instauré en 1939 a duré jusqu'en 1948. Et ça, évidemment, ça aurait été intéressant, comme l'a dit Bénédicte, que des enfants voient un petit peu ce que c'était que de vivre à l'époque avec des tickets de rationnement, avec du manque de sucre, avec évidemment très très peu de chocolat, ou alors du chocolat aux figues, enfin des horreurs comme ça, et pour qu'ils se rendent compte que la vie n'a pas toujours été comme elle l'est maintenant. Il y avait 3 gendarmes, c'est le poste de Verrier à l'époque, et le musée de la police nous a confié cet uniforme de sous-officier de gendarmerie, et on les voit, les 3, ils sont dans cet uniforme-là sur les photos. On a fait une place assez importante à la DAP, c'est-à-dire la défense aérienne passive, l'ancêtre de la PC. On avait très très peur à l'époque des bombardements, mais principalement, assez bizarrement, alors que ça n'a jamais été utilisé, ou pratiquement jamais pendant la guerre, les gaz. On avait peur de tout cela, et c'est en 1938 que la DAP a été fondée, comme tous les pays d'Europe d'ailleurs, avec exactement les mêmes craintes et les mêmes solutions plus ou moins adaptées. Par bonheur, en tout cas chez nous, il y a eu des bombardements, du reste un éclat de bombe qui provient du bombardement en 1940, du bombardement de l'hôtel Beau Séjour, par un Anglais. Alors on n'a jamais bien su s'il avait lâché par hasard ou s'il avait vidé ses bombes pour être plus léger. Toujours est-il qu'on a ça par exemple. Et puis cette DAP, eh bien, ils sont là, il y a des uniformes, il y a des objets, expliquer également ce qu'était l'obscurcissement, parce que bon, à l'époque, il y a des radars, mais ils sont utilisés en principe à l'époque en Angleterre. C'est par le bruit et c'est par les yeux qu'on voit arriver des avions, et il y a pas, donc il faut obscurcir pour éviter de donner des indications aux avions qui survolent la Suisse. Et ces gens de la DAP passaient leur temps donc le soir à dire la lumière, la lumière, la lumière. Et ça, c'est aussi une chose qu'on a oubliée. Alors aussi le bord des trottoirs qui était peint en blanc, les phares des voitures qui étaient obscurcis. Alors évidemment, la nuit, quand on se promenait, il y avait énormément de cols du fémur qui y passaient. Mais enfin bon, c'était une époque qui n'a rien à voir avec la nôtre. Le principe de la neutralité suisse veut que tous les États belligérants et leurs armées soient traités absolument de la même façon. Chaque troupe qui se voit contrainte de passer en Suisse reçoit le même accueil dès qu'elle pose les armes à la frontière et qu'elle se soumet aux règles de la Convention de La Haye sur l'internement. La Suisse remplit ainsi une mission de charité, en dehors de toute question de sympathie ou d'antipathie, et au seul service de l'humanité. Alors un spey à la base, c'est un cavalier qui est issu en fait des tribus inféodées qui appartenaient à l'Empire ottoman. Ils étaient donc un peu utilisés de la même manière que nous, à une époque on utilisait les corsaires qui étaient sous mandat par exemple des pays, et donc ils se payaient en fait en nature sur les sièges qu'ils faisaient. Et puis à partir des années 1830 en fait ils ont été mandatés par la France donc pour servir en fait les troupes françaises, et ils ont joué un rôle fondamental en fait dans la conquête de l'Algérie. Et la France, trouvant que ces cavaliers étaient quand même des cavaliers particulièrement émérites, des soldats d'élite, en fait, a fini en fait, par créer des régiments de ce pays qui ont donc intégré l'armée française, qui dans un premier temps ont essentiellement servi en Afrique, qui était vraiment leur lieu de prédilection, puis qui ensuite ont combattu en Europe, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et puis on va bien sûr les retrouver ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des soldats d'élite, un peu au même titre qu'on peut trouver la Légion d'honneur, la Légion étrangère, pardon, et par conséquent, dans les conflits, ils sont souvent utilisés. C'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'il subsiste encore un régiment de spey en France, qu'on va retrouver sur les théâtres d'opération, notamment comme au Kosovo, ou actuellement au Mali, par exemple, où ils sont très présents.
Alors, lorsque les troupes françaises sont un peu en pleine déroute en juin 1940, les spahis se trouvent en fait dans la zone située entre les Vosges et puis l'Alsace. Ils essaient de contenir en fait l'avancée allemande qui a fait des grandes percées et qui du coup a fait reculer une partie de l'armée soit sur la poche de Dunkerque que l'on connaît bien, où Anglais et Français vont être bloqués, et puis d'un autre côté les troupes françaises qui vont être bloquées en fait en Franche-Comté. Alors à l'appel du maréchal Pétain en fait, juste avant le 18 juin 1940, qui demande de cesser le combat, les spahis ainsi qu'un certain nombre de troupes polonaises qui accompagnaient également les spahis, eux vont refuser en fait de cesser le combat et vont encore se battre plusieurs jours, tentant en fait de faire reculer les troupes allemandes. Mais submergés par la puissance, ils vont être acculés contre la frontière suisse, mais plutôt que de se rendre, comme 1 800 000 soldats français vont le faire à l'appel du maréchal Pétain, eux vont finalement décider de demander l'asile à la Confédération helvétique, pour ne pas subir l'humiliation ensuite d'être emprisonnés en Allemagne. Les troupes françaises et polonaises, refoulées sur le sol suisse, ont apporté avec elles une quantité d'armes et de matériel, donnant ainsi à l'armée et aux autorités un énorme travail d'organisation. Le matériel rendu est très divers d'origine et de valeur. Avant de pouvoir être acheminé vers l'intérieur du pays, il est amassé en certains points de la frontière. Et à partir de là, la Confédération, acceptant l'internement de ces troupes, va ensuite les répartir en fait sur différents cantons d'accueil, dans les Franches-Montagnes, dans le Jura, Neuchâtel, Berne, et ce pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'un traité passé entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler permette à ces troupes de pouvoir revenir en France, dans la zone libre, à la condition, bien évidemment, c'est non seulement que ces troupes soient totalement désarmées, mais qu'une fois sur le territoire français, la totalité des régiments soit complètement dissous et que ces soldats soient rendus à la vie civile. C'est ce qui va être fait dans un premier temps. Comme la plupart de ces spahis étaient originaires d'Afrique du Nord, bien sûr, après leur retour en France, ils sont retournés, on va dire, sur leur terre natale. Et puis, avec le débarquement d'Afrique du Nord, lorsque le général Leclerc arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement reconstituer ces régiments qui avaient été dissous. Et donc, ces fameux spahis qui avaient en partie séjourné en Suisse, vont reprendre le combat en France pour mener la libération. Et ce sera même parmi les premières troupes à pénétrer sur le territoire allemand lors de la victoire. Donc, une sorte de revanche par rapport à l'humiliation de juin 40. Et puis, finalement, un bon calcul. Un bon calcul parce que, je vous disais tout à l'heure qu'1 800 000 soldats français avaient été faits prisonniers, donc ils avaient été envoyés en Allemagne, donc ils n'ont pas pu reprendre des combats, tandis que les 40 000 soldats composés de spahis polonais qui eux étaient rentrés en Suisse et puis qui ensuite ont pu finalement retourner dans la zone libre française, finalement ils ont repris le combat, une fois que le général Leclerc a débarqué en Afrique. Donc ils sont revenus combattre. Donc on peut dire que finalement l'internement a été quand même stratégiquement un bon calcul et qu'à la base peut-être que les Allemands ont mal pensé en fait cette idée, croyant qu'en faisant dissoudre les régiments on n'entendrait plus parler de ces soldats, ce qui n'a pas été le cas. Ils sont bien revenus combattre les Allemands et ont été, comme je vous le disais, parmi les premiers à pénétrer en Allemagne. L'un des premiers objectifs, évidemment, c'était de savoir à quel endroit on allait rendre ces troupes à la France. La France était coupée en deux, et c'est vrai qu'à proximité de Verrières, en allant vers Bellegarde, on était à la limite de la zone libre. Donc on ne pouvait pas rendre ces troupes au-delà, parce que dans ce cas-là, on aurait été dans le territoire sous occupation allemande et ils auraient été faits prisonniers. Donc on a cherché plutôt un poste de douane qui se trouve en zone libre, et puis à proximité aussi d'une grande gare française qui permettait ensuite de faire le transit vers Lyon, Marseille, puis ensuite permettre l'embarquement vers l'Afrique du Nord. Donc le choix s'est porté sur Verrières, et puis ces troupes que l'on a fait venir donc des Franches-Montagnes, du Jura, de Neuchâtel, de Berne, on n'a pas voulu les faire débarquer en fait à Cornavin. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y avait plus d'1 millier de soldats, plus de 800 chevaux, c'était beaucoup de matériel, il fallait faire passer cela dans le centre-ville de Genève, ce qui inquiétait un peu les autorités genevoises parce que, en raison de la neutralité de la Confédération, on ne souhaitait pas non plus que la population s'amasse
le long des grandes rues menant de Cointrin jusqu'à Annemasse et viennent acclamer ces soldats, c'eût été mal perçu peut-être aussi par les autorités allemandes. Donc on a finalement choisi une gare un petit peu à l'extrémité du canton de Genève, donc Saint-Igny ça tombait très bien. Et puis bien sûr, pour venir jusqu'à Verrières, puisque le choix s'était porté sur cette douane pour rendre les troupes, il a fallu que ces soldats fassent à pied la distance entre Saint-Igny et Verrières. Donc cela s'est fait sur 2 jours. Et puis ensuite, on a traversé la frontière de Verrières, arrivé sur la commune des Trombières, et puis là, filé tout droit sur la gare d'Annemasse, qui ne se trouvait pas très très loin, et qui permettait à ce moment-là l'embarquement vers Marseille. Alors, ils ont été accueillis particulièrement bien, comme du reste dans la plupart des communes. Ce qui est assez intéressant, c'est que les autorités genevoises ne souhaitaient pas. C'est vrai que la foule s'amasse à Genève, en ville. De fait, elle s'est amassée sur les routes secondaires, c'est-à-dire qu'entre Saint-Igny et Verrières, en passant par Bernay, Confignon, les gens étaient là. Et même, en fait, les autorités communales, à chaque fois, avaient préparé des soupes, des sandwichs. Il y avait une petite cérémonie qui était organisée. De manière à montrer la sympathie, c'est vrai, du peuple suisse à l'égard de ces troupes internées. Et bien sûr, à Verrières, c'était relativement important dans le sens où il y a eu une pause un peu protocolaire, dans le sens où il y avait la douane, et puis qu'ensuite on allait faire la remise aux autorités françaises, qu'il y avait des chasseurs alpins qui constituaient une garde d'honneur, qui étaient là donc pour les recevoir. Donc l'accueil a duré un petit peu plus longtemps, on va dire, à Verrières. Et a été particulièrement enthousiaste. Et puis on le sait aujourd'hui de par les archives, les témoignages qu'on a sauvegardés, les Spahis gardent quand même un souvenir assez émouvant de leur séjour en Suisse et de l'accueil qui a été fait par la population. Ça, il ne manque pas de le dire dans les témoignages. Ce fut un événement marquant en fait de l'histoire, même de l'histoire suisse en fait. D'abord parce qu'il y a une tradition d'accueil, c'est vrai, on se rappellera notamment que l'armée Bourbaki, déjà durant la guerre de 1870-1871, la Suisse avait accueilli en très grand nombre des troupes françaises internées, passant également la frontière du Jura. On répétait cela en juin 1940, donc il y avait une tradition, mais ce qui était très différent par rapport à l'armée Bourbaki, c'est que les Suisses, pour la première fois, c'est vrai, voyaient débarquer sur leur sol quand même des troupes considérées comme des troupes d'élite. Les Spahis étaient des troupes d'élite. C'était aussi pour la plupart des musulmans, il y avait aussi beaucoup de noirs en fait qui composaient ces troupes-là, et puis qui étaient avec leur traditionnel burnous, c'est-à-dire ce grand habit, ces grandes capes, et puis qui montaient en plus des pur sang arabes blancs. Donc c'était... Sur le plan visuel, en fait, ça a été un choc assez important et les Suisses ont été très marqués en fait par l'arrivée de ces soldats quand même assez particuliers, avec leurs habits particuliers, ces grands chevaux blancs. Donc ils ont quand même gardé un souvenir assez marquant que l'on retrouve dans différentes communes qui ont accueilli ces Spahis et dans les témoignages qui sont restés puis qu'on a pu retrouver. Et voilà, c'était intéressant finalement, 80 ans après cet événement, qu'on se remémore cette période assez particulière et le passage de ces troupes quand même qui sont assez particulières aussi. Le travail avec les autres mémoires ou les autres communes est toujours important. On fait beaucoup de réseautage entre nous. On essaie d'organiser des rencontres annuelles entre toutes les mémoires du canton afin de réunir le plus de documents possible et puis de pouvoir compléter les renseignements que l'on a. Et nous, également, à Verrières, on peut apporter notre contribution à d'autres mémoires, comme les autres mémoires enrichissent nos connaissances et nos collections.